Bienvenue dans Ego, un podcast qui invite à dépasser ce dernier pour aller plus loin et adresser à celles et ceux qui veulent grandir aussi bien dans l'esprit que dans le corps. Dans le podcast du jour, on va parler de plusieurs choses dont le sommeil, les habitudes et la respiration, des différentes techniques de respiration. Donc peu importe ce que tu es en train de faire, je te laisse te mettre dans un cadre confortable et on va partir tout de suite. Avant de commencer juste le podcast, je tiens à faire un disclaimer. Je ne suis pas professionnel de santé, on se l'entend. Ce podcast, aujourd'hui, il se base sur 3 livres que je vais te présenter dès maintenant pour que j'ai pas à le faire après. Premier livre, sur le sommeil, Pourquoi nous dormons, du docteur Matthew Walker. Voilà. Deuxième livre, donc ça, ce sera pour la partie sommeil. Deuxième livre, de James Nestor, ici, Respirer, tout simplement. Et le troisième livre de James Clear, Un rien peut tout changer. Bon, le nom en français, il est un peu gaze, mais le nom anglais, c'est Atomic Habits. Peut-être que ça parle plus à certains. Le nom en anglais, tout simplement. Donc, on va faire un petit peu un récap de tout ce que j'ai pu apprendre avec ces 3 livres, qui franchement sont très très bien, qui ont, pour celui du sommeil, changé ma qualité de sommeil. Franchement, j'ai été insomniaque toute ma jeunesse. Je dormais pas beaucoup. J'ai testé des trucs mélatonine, tout ça. Ça marchait pas. J'ai testé après somnifère. Ça marchait pas non plus. Donc, franchement, ça sert à rien de se supplémenter trop pour le sommeil. Il y a des techniques pour s'endormir beaucoup plus facilement qui marchent très bien. Et ça, on va le voir aussi à travers le livre de James Nestor, donc Respirer, qui explore aussi des facettes pour calmer en fait son corps via la respiration et non pas par une substance externe. Voilà. Et le fait aussi d'avoir des habitudes peut tout changer. C'est pour ça qu'en fait j'ai décidé de faire cet épisode avec ces 3 livres en même temps, parce qu'ils sont tous un peu corrélés. J'aurais pu faire un podcast par livre, mais c'était pas forcément intéressant. Là, vu qu'ils sont vraiment tous corrélés, on va pouvoir faire un récap global et voir les différents, ce qu'ils ont en commun, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, on va diviser ce podcast, pardon, en 3 parties, 3 grandes parties. On va voir en premier le sommeil, ensuite la respiration et ensuite, du coup, les habitudes. On va pas perdre plus de temps. On va commencer directement, du coup, avec le sommeil. On va parler au début des bases physiologiques du sommeil. Donc, quelques facts, on va dire, qui sont exprimés dans le livre. Je sais pas toi, mais moi, quand j'étais jeune, je me disais, j'étais quelqu'un de très skinny, hein. J'étais vraiment, j'allais pas dire anorexique, hein, on est d'accord, parce que ça, c'est une vraie maladie. Mais j'étais vraiment très, 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 très maigre. Et en fait, j'étais pas bien dans mon corps, tout simplement. Et je voulais prendre du poids. On se l'entend. Et j'avais une idée reçue qui était la suivante. C'est que avant, en gros, je me disais que si j'étais insomniaque, du coup, en plus, comme je l'ai dit, si je m'endormais de plus en plus tard, vu que mon corps restait éveillé, je dépensais plein de calories et je brûlais plein d'énergie. Et du coup, j'avais encore moins de chances de prendre du poids. Tu vois, je me disais ça et je me disais que vu que je dors tard, ça m'aide encore moins à prendre du poids, tu vois. Et en fait, ça, c'est une idée reçue. Pourquoi? Parce que la dépense calorique de ton corps, donc la dépense calorique, c'est ton corps, t'as de l'énergie, ce que tu manges, ce que tu bois. C'est comme le fuel pour une voiture. Ce que tu manges, ce que tu bois, il lui permet de fonctionner. Et ça, quand ça brûle, c'est une dépense calorique, on appelle ça, hein, tout simplement. J'ai pas encore les termes précis. Disclaimer, je suis pas, je l'ai déjà dit au début, mais je préfère le redire. Je suis pas professionnel de la santé ni rien. Là, c'est juste ce que j'ai appris avec les livres. Et donc, tout ça pour dire que, en gros, dans le livre, le docteur Matthew Walker, il nous apprend que donc la dépense calorique, elle est presque égale entre éveil et sommeil. Donc que tu sois en train de dormir ou que tu sois debout en train de rien faire, parce que forcément si je te dis que si tu fais un sprint et que si tu dors, tu as la même dépense, il y a un problème. Mais là, c'est vraiment dans le contexte où tu es passif, où tu ne fais rien
pas une activité physique présente, quoi, en gros, ta dépense calorique est presque égale que tu sois éveillé ou donc passif, mais donc réveillé, quoi. Donc ça, c'était une idée reçue que je me faisais, et c'est quelque chose, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes, que bah, peu de personnes savent. Tu vois, je leur ai demandé, est-ce que tu penses que tu dépenses enfin, moins de calories quand tu dors que quand tu es éveillé? Tout le monde disait oui, mais au final, pas tant que ça. La différence est pas énorme. Ensuite, quelque chose qu'on nous apprend aussi, c'est le rythme circadien. Donc ça, tout le monde, je pense, sait plus ou moins ce que c'est, le rythme circadien. En gros, pour faire en très global, en vulgarisant, le rythme circadien, c'est le rythme que ton corps a naturellement, qui est corrélé avec les cycles de jour et de nuit. Ce rythme circadien, il dure 24 heures et 15 minutes en moyenne. Donc en gros, c'est à peu près une journée. Et en gros, ce mécanisme-là, il permet vraiment de réguler notre horloge interne. Je reviens sur une visio qu'on a eue avec donc la Squad, donc j'ai le t-shirt d'ailleurs là, et avec du coup le nutritionniste Mathieu Delarue, que je vous invite à regarder sur Instagram et tout, vraiment quelqu'un de passionné et qui moi m'a pas mal aidé et qui m'aide même actuellement. Donc merci Mathieu si tu passes par là, vu que je sais que tu écoutes les podcasts. Et donc tout ça pour revenir à quoi? Euh, dans la visio qu'on avait eue, un des athlètes de la Squad avait demandé, mais quand est-ce que je sais quand je dois me coucher? Quand est-ce que je sais quand je dois me réveiller? Et en fait, avec moi, tu vois, j'ai pas intervenu, mais vu que Mathieu, c'est le professionnel, il a intervenu, j'avais la même opinion que lui, à savoir, eh bah, tu te couches quand le soleil se couche, tu te réveilles quand le soleil se lève. C'est aussi simple que ça en soi. Après, malheureusement, on est d'accord, avec les contraintes de la vie moderne et de ton travail, t'es pas forcément capable de le faire. On est d'accord? Surtout en hiver où à 18h il va faire nuit alors que tu es encore au taf. C'est quelque chose qui n'est pas forcément possible. Et pareil le matin, si tu commences à 8h, tu es obligé de te lever vers 7h et quelques, il fera nuit et il fera pas jour. Donc c'est des contraintes de la vie moderne auxquelles on doit s'adapter, forcément. Mais si tu veux un repère intéressant à savoir pour savoir combien de temps il te faut pour dormir, ça va être environ 9 heures de sommeil. La plupart du temps, on dit au grand minimum 8 heures, ce qui est vrai, mais 9 heures, ça reste plus qualitatif. Euh, et j'allais revenir sur un truc, c'est que chez les adolescents, ce rythme circadien, lui, il est retardé de 3 à 4 heures. Donc en gros, au lieu que le rythme circadien dure 24 heures, il dure 28 heures. Et donc, ce qui induit une nécessité de sommeil plus importante. Et c'est pour ça que, personnellement, moi j'ai un avis qui peut être mitigé avec d'autres personnes, hein, mais qu'on fasse se lever les collégiens en pleine croissance, en pleine puberté, tout ça, à 8 heures, sachant que plusieurs doivent prendre des transports en commun, enfin commencer pardon à 8 heures, et sachant donc que plusieurs doivent prendre des transports en commun pour venir en cours, et donc se lever 1h30, 2 heures avant. Je sais qu'il y en a plein qui se lèvent à 6 heures pour aller en cours à 8 heures. Et les jeunes, on sait très bien qu'ils ne se couchent pas tôt, surtout bah, maintenant avec les écrans, hein. Mais moi, je trouve ça quand même un petit peu aberrant que dans l'éducation nationale, tout ça, on fasse se lever des adolescents en pleine croissance qui ont vraiment besoin de sommeil pour se construire aussitôt. Je trouve ça un petit peu limite, mais bah, je peux pas y faire grand-chose, hein, on est d'accord. Mais je trouve ça quand même intéressant d'en parler. Et donc c'est pour ça aussi que ces adolescents-là, ils ont des difficultés à se lever tôt. Euh, et globalement, ils ont besoin en fait de plus de sommeil. Et ça, c'est quelque chose que des gens comprennent pas, mais qu'il faudrait quand même apprendre à comprendre, quoi, tout simplement. Parce que le sommeil, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un des piliers de la vie. J'ai envie de dire, il y a l'hydratation, la nutrition, le sommeil, qui sont vraiment trois gros piliers. Il y en a d'autres, bien sûr. Je pense que, que tu
tu penses à d'autres, tout simplement. Mais tout ça pour dire que le rythme circadien, c'est l'horloge interne qui régule un petit peu tous les mécanismes de notre corps. Donc voilà, pour ce niveau-là. Ensuite, il y a des questions qui se posent pas mal aussi au niveau de la température de sommeil. Donc, la température idéale d'une chambre pour dormir, c'est 18,3 degrés. Ça, en gros, c'est vraiment hyper important pour que les mécanismes de ton corps se mettent en place, mais de manière efficiente. Il faut pas avoir une chambre qui est trop chauffée, il faut pas avoir une chambre qui est trop peu chauffée. Donc c'est vraiment un compromis à avoir. Il y a des réveils, et ça a peut-être un autre nom, moi j'en ai un juste dans ma chambre, qui indique en fait la température de la chambre. Et j'essaie de faire en sorte qu'il soit tout le temps environ à 18,3 degrés. Bien sûr, c'est très précis, hein, mais ça va être dans les environs de ces zones-là. Mais juste faire attention à ce qu'il ne fasse pas trop chaud ou trop froid pour que vraiment les mécanismes de réparation de notre corps, quand on dort, se fassent de manière efficiente, quoi. Donc ça peut être intéressant. En été, bien ouvrir ses fenêtres parce que souvent il va faire très chaud chez soi. Si on a un climatiseur dans notre maison, bah, bien le régler. Tout simplement, ne pas le mettre trop chaud, trop froid. Quelque chose d'important. Et en parallèle de ça, quelque chose qui est négligé, mais qui en soi à l'époque n'a jamais posé de souci à nos ancêtres, on va dire, ça va être la qualité en fait de nos outils de sommeil. Quand je dis outils de sommeil, là je vais juste parler de ton sommier, de ton matelas, de tes draps, de ta couette, de ta housse de couette, de tes oreillers et de tes tés d'oreiller, tout simplement. Après avoir lu ce livre, moi, j'ai décidé de tout changer. Après, c'est un budget aussi, on s'entend. Mais donc, sur mon lit, moi, par exemple, pour prendre l'exemple et que tu te visualises un petit peu mieux ce que je veux te dire, sur mon lit, j'ai un sous-matelas, un matelas qui est vraiment adapté à moi, dans le sens où je me sens bien et quand je me réveille, j'ai pas mal partout. Ça, c'est quelque chose qu'il faut tester. Des gens préfèrent des matelas durs, des gens préfèrent des matelas mous. Moi, je suis plutôt dans le mou, par exemple, mais qui n'est pas totalement mou. Genre, il y a quand même moins mou que ça. Tout ça pour dire, donc, les matelas, trouver un matelas qui te correspond et qui plus est, qui est respirant. Et donc, il suffit pas du matelas en lui-même pour qu'il soit respirant. Il faut aussi un drap d'une bonne qualité qui permet de respirer. Moi, c'est ce que j'ai vraiment changé là dernièrement. J'ai une couette été, une couette hiver, par exemple, euh, avec des housses de couette, pardon, qui sont respirantes. Ça, c'est quelque chose qui peut améliorer ton sommeil, honnêtement. En tout cas, moi, ça a marché. Peut améliorer également la qualité de ton sommeil et ton temps d'endormissement et vraiment trouver des, des trucs de qualité en fait qui te correspondent surtout. Moi pour référence c'est les matelas Emma là, enfin pas le matelas mais les couettes oreiller Emma avec les tés d'oreiller tout ça et je respire beaucoup mieux parce que moi je me réveillais en plein milieu de la nuit en transpiration pas possible et maintenant ça arrive plus. Et je pense que c'est en grande partie dû à ce changement que j'ai pu avoir. Donc, tout ça pour revenir au fait que c'est important d'avoir un contexte euh, idéal et confortable pour dormir. Et ce contexte, donc, ça passe par la température de ta chambre, premièrement, et ensuite la qualité de ton matelas, de ta couette, de tout ce qu'on a vu précédemment, globalement. Maintenant, je vais faire juste un parallèle pour t'expliquer un petit peu comment fonctionne le sommeil, mais de manière très vulgarisée. Alors, le sommeil, il est divisé en deux parties, entre guillemets. Euh, le sommeil NREM et le sommeil REM. Donc, qu'est-ce que ça veut dire REM? C'est Rapid Eye Movement, donc les mouvements d'œil rapides. Et donc, NREM, c'est non mouvement d'œil rapide. Et REM, c'est Rapid Movement Eye. Pour faire très simple et schématiser, le sommeil NREM, tes yeux ne bougent pas, donc tes globes oculaires ne bougent pas tout simplement. C'est la partie de sommeil profond où tu ne rêves pas.
Donc c'est juste la partie où ton corps récupère le plus. Donc quand je parle de ton corps, ça va être tout ce qui est muscle, surtout articulation, tout ça. Ça va surtout être à ce niveau-là et aussi au niveau de tes organes vitaux, hormis du coup le cerveau et la cognition, qui ça récupère plus lors de la phase de sommeil REM. Donc la phase de sommeil REM, Rapid Eye Movement, c'est la phase de sommeil où tu rêves. Donc ton corps, il a un mécanisme qui lui permet d'être un petit peu paralysé, on va dire, pour pas que quand tu rêves, tu fasses une action où tu sautes de ton lit et que tu tombes, pour schématiser, hein, pardon. Mais en gros, c'est ça. C'est le sommeil REM, tu vas rêver, et là, ça va être ta cognition qui va surtout être affectée. Donc, cognition, c'est quoi? C'est vraiment au niveau de la mémoire, enregistrer les faits de la veille, essayer de- d'enregistrer, ouais, tout simplement, tous les souvenirs que tu as. Ça, on y reviendra juste après, en plus en détail, on va dire. Et donc, pour vulgariser très simplement, le sommeil NREM, ça va faire 80% à peu près, 75 à 80% de ta nuit. Euh, et pendant cette phase-là, tu vas récupérer physiquement et tu ne vas pas rêver. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être le sommeil REM, ce qui va représenter environ 15 à 20% de ta nuit, tout simplement. 20 à 25%, pardon, de ta nuit. Euh, Durant cette phase, tu vas avoir tes rêves et tu vas récupérer principalement au niveau de ta cognition. Donc globalement, c'était pour t'expliquer très rapidement et de manière vulgarisée comment fonctionne le sommeil. Le sommeil NREM et REM, ils fonctionnent par phase. Ça ne veut pas dire que, en gros, ce que je vais expliquer, ça ne veut pas dire que tu as tes 20% d'REM, puis tes 80% de NREM. En gros, c'est divisé en plusieurs phases. Tu vas passer de REM, NREM, REM, NREM, etc. durant toute ta nuit. Ça, je ne vais pas plus le développer parce que faudrait des schémas et tout pour bien expliquer, qui sont présents d'ailleurs dans le livre de Matthew Walker, que je t'invite fortement à lire si tu souhaites dormir mieux. En tout cas, moi, c'est un livre qui m'a vraiment permis de bien dormir. Donc là, on a fait le tour à peu près au niveau du fonctionnement très vulgarisé du sommeil. Et maintenant, on va voir quelques effets que le manque de sommeil peut avoir sur toi. On va commencer par un fait intéressant qui est cité dans le livre. Intéressant pour toi, monsieur surtout. Madame ne sera moins concernée que toi. Mais le manque de sommeil, ça induit environ, c'est une statistique développée par une étude qui est dans le livre, ça diminue d'environ 29% le taux de spermatozoïdes que tu as et ça réduit un petit peu la taille de tes testicules. Et ouais, prends-le de manière vraie ou non. En tout cas, c'est quelque chose qui a été étudié pardon, sur des études qui peuvent être retrouvées donc, dans les notes du livre. Mais je trouve que c'était un fait intéressant à mentionner dans ce podcast et qui peut peut-être te faire un petit peu peur à toi qui est en manque de sommeil et qui est un homme peut-être. Je pose ça là, t'en fais ce que tu veux. Ensuite, vient avec ce risque-là des risques de maladies cognitives. Donc, comme je disais, au niveau du sommeil REM, pardon, c'est la partie où tu vas rêver et où ta cognition va vraiment être entretenue. Euh, et si tu manques de sommeil, tu as un risque accru de maladies neurodégénératives qui augmente tout simplement. Donc ça va être quoi? Ça va être l'accumulation de plaques amyloïdes, Alzheimer principalement, et tu vas avoir un sommeil profond aussi qui est vraiment perturbé. Donc en gros, pour résumer cette partie, c'est juste que si tu as un manque de sommeil, tu augmentes tes chances en soi d'avoir des maladies neurodégénératives. J'ai du mal à dire le mot te fous pas de ma gueule. Euh, Ensuite, les effets d'une nuit blanche, ça c'est vraiment pas bon. Pourquoi? Parce que déjà le sommeil, je l'ai déjà dit plein de fois si tu me suis sur les réseaux sociaux, mais le sommeil, il se rattrape pas.
c'est pas si tu dors, tu vois, 5 heures une nuit et que tu dors 10 heures la nuit d'après, tes 10 heures, elles vont pas compenser les 3 heures que tu as manqué sur la nuit d'avant. Ça, c'est important à comprendre. Et euh, après une nuit blanche, donc si tu fais des nuits blanches, tu as des émotions et les mécanismes de ton corps, pardon, qui sont extrêmement déséquilibrés. Donc fais bien attention à ça, c'est quelque chose d'important de ne pas faire des nuits blanches et de bien dormir si tu veux prendre soin de ta santé. Avec le manque de sommeil, on peut avoir ce qu'on appelle l'anédonie. Donc l'anédonie, c'est quoi? C'est l'incapacité à tirer euh, des émotions en fait et à ressentir du plaisir tout simplement enfin, au long de ta vie. C'est un sentiment qui est pas forcément positif, on s'entend du coup, qui est présent chez beaucoup de personnes qui souffrent de dépression par exemple. Donc tu augmentes tes chances d'avoir ce type de maladie en soi, hein, si tu ne dors pas bien et si tu as un manque de sommeil trop accru. Voilà. Et fait très intéressant aussi, si tu penses que tu es une personne, moi personnellement c'était mon cas, qui n'a pas besoin de beaucoup de dormir, qui n'a pas besoin de tes 8 heures, tes 9 heures, et bah sache que tu te trompes très probablement. Pourquoi? Parce que c'est moins d'1% de la population mondiale qui n'a pas besoin de dormir au moins 8 heures. Et donc ça, tout simplement pour te faire un schéma, tu as plus de chances de te faire frapper par la foudre que de faire partie de ces personnes en fait qui n'ont pas besoin de 8 heures de sommeil, donc qui peuvent se contenter de 5 à 6 heures de sommeil. Donc là, tu as vraiment, dis-toi en fait schématiquement que tu as statistiquement plus de chances de te faire frapper par la foudre. Donc je pense que là, tu te représentes un petit peu mieux, qu'il y a très peu de chances que tu fasses partie de ces personnes, même si tu en fais peut-être partie, mais il y a très peu de chances. Juste pour ça. Donc là, en gros, je t'ai résumé globalement aussi les risques du manque de sommeil pour t'informer un petit peu là-dessus. C'est quelque chose qui est très important pour ta santé, qu'elle soit mentale ou physique. Et le sommeil, comme on l'a vu précédemment, du coup, ça a un rôle très important sur la mémoire et la cognition. Donc, l'hippocampe qui se situe, si je dis pas de bêtises, à... Ah non, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, je sais plus exactement situer l'endroit, mais en gros, si tu veux, pour schématiser encore, c'est la boîte de réception du cerveau. Donc c'est là où arrivent les nouvelles informations durant ta journée, elles sont stockées à cet endroit, et quand tu vas être euh, en sommeil profond, ces informations-là vont être transmises à ton cerveau vulgairement, hein, vont être transmises à ton cerveau pour les enregistrer, tout simplement. Donc ça revient à la notion de dormir pour retenir. Le sommeil, il consolide vraiment les apprentissages et il est très important. Je t'invite pas, mais je t'invite pas, mais si un jour tu fais le test d'essayer d'apprendre une leçon sans dormir après et d'essayer d'apprendre une leçon en dormant après, tu verras que très certainement tu auras plus de mal à répéter cette leçon, disons, après une mauvaise nuit de sommeil ou après ne pas avoir dormi, tout simplement. Euh, Ensuite, il y a le lobe frontal. Donc ça, c'est vraiment la zone de sommeil profond, donc de sommeil NREM, là où tu ne rêves pas, qui est une zone clé de la récupération cognitive. Donc en gros, là, pourquoi je te donne ces informations? C'est juste euh, pour ta culture, on va dire, t'es la notion d'hippocampe, la notion de lobe frontal, par exemple, euh, que tu saches un petit peu expliquer tout ça et comprendre en gros les mécanismes schématiques du sommeil. Voilà. Et ensuite, pour les personnes qui boivent de l'alcool, il faut savoir que donc l'alcool, il altère la mémoire. Pourquoi? Parce que ça afflue du coup sur donc, tes mécanismes de récupération. Et donc, même quelques verres réduisent en fait la qualité de ton sommeil. C'est peut-être pour ça que après des soirées où même tu n'as pas bu beaucoup,
tu peux te sentir extrêmement fatigué ou alors avoir des petits maux de tête parce que tout simplement l'alcool ça a un effet assez fort sur cette partie du corps humain. Donc là, je ne vais pas plus développer que ça parce que là on rentre vraiment dans des choses un peu plus scientifiques après. Je t'invite à te renseigner, que ce soit sur le livre ou sur des documents que tu peux trouver n'importe où sur Internet, en librairie, tout ça, sur le rôle du sommeil dans la mémoire et la cognition. Ça peut être très intéressant pour toi. Mais globalement, en gros, c'était ce que je voulais principalement euh, te faire retenir avec ce livre que je te mets à l'écran si tu as la vidéo. Euh, Pourquoi nous dormons, tout simplement, du docteur Matthew Walker. Bien sûr, là, je te l'ai résumé très synthétiquement. Si tu veux le lire, il est disponible un peu partout en France, celui-là, je crois. Donc voilà. Si tu es insomniaque surtout et que tu as des problèmes de sommeil, là, franchement, n'hésite pas. Commence à lire ça. Même, tu vois, on reviendra sur ça avec les habitudes à la fin du podcast. Mais rien qu'une page par jour, si t'es pas lecteur, c'est franchement déjà très très bien. Donc voilà, au niveau du sommeil et de ce livre, Pourquoi nous dormons du docteur Matthew Walker. On va maintenant passer à ce livre-ci que je montre à l'écran si tu regardes la vidéo. Donc Respirer de James Nestor. On va commencer par une petite stat intéressante. On respire environ 25 000 fois par jour, donc un cycle d'expiration-inspiration. On le fait environ 25 000 fois par jour, et pourtant environ 90% des gens ne savent pas bien le faire. Pourquoi je dis ça? On va le découvrir tout de suite dans l'exploration de ce livre, tout simplement. On va commencer par une technique que tu connais sûrement, qui est donc la cohérence cardiaque. Comment on fait ça? Ça va être tout simplement un principe d'inspiration de 5,5 secondes, donc environ 5 secondes, hein, on s'entend, et expiration de 5,5 secondes. Et en gros, ça permet de rééquilibrer un petit peu ton système nerveux autonome et de réduire un petit peu ton stress. C'est quelque chose qui est très utilisé, que ce soit en méditation ou dans des thérapies pour les personnes souffrant, que ce soit de dépression ou d'état anxieux. Les effets en gros que cette technique de respiration a, ça va être vraiment une baisse du cortisol. Donc le cortisol c'est quoi? C'est très vulgairement, encore une fois, ce qui induit, en gros, plus tu as un haut niveau de cortisol, plus tu as de stress, plus tu as moins de cortisol, moins tu as de stress. Globalement, c'est ça. Donc là, l'effet de cette technique de respiration, tout simplement, ça baisse tes niveaux de cortisol et ça régule le rythme cardiaque. La respiration, c'est quelque chose qui a un très très gros impact sur ton rythme cardiaque. Ça, on y reviendra après. Et ça apporte aussi une grande clarté mentale, tout simplement, cette technique de respiration. On va ensuite passer à expliquer un petit peu comme je l'ai fait avec le sommeil vulgairement. Je vais essayer de t'expliquer un petit peu les rythmes respiratoires du corps. Donc déjà, il faut savoir que, on y reviendra après également, mais que il est beaucoup plus intéressant de respirer par le nez que par la bouche. Ça, j'y reviendrai après plus en détail. D'abord, je vais te parler de l'alternance en fait qu'ont tes narines toutes les 30 minutes à 4 heures. En gros, tu as toujours une narine qui est dominante sur l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en gros, tu as une narine qui est plus ouverte que l'autre et ça, c'est un cycle qui change toutes les heures. C'est quelque chose d'intéressant à savoir et en gros, dans le livre, il compare ça à une érection. En gros, si tu veux, c'est un petit peu ça. Pourquoi? Parce que tu as une narine qui va être un petit peu plus gorgée de sang et donc qui laissera moins d'air passer, comparé à une autre narine qui sera plus ouverte et qui laissera toujours plus d'air passer. Si tu veux tester chez toi, tu te bouches une narine, tu te bouches l'autre, tu as très peu de chances que les deux
fonctionnent de la même manière et que tu ressentes le même débit d'air dans les deux, tout simplement. Et donc ça influence le tonus, même la libido aussi, et la concentration, tout simplement. Donc c'est pas que dans tes organes internes que tout va se jouer, c'est également, tu vois, par des mécanismes extérieurs qui sont tout simplement dans ton nez. Voilà, je ne vais pas plus développer que ça, je pense que tu as largement pardon, l'image. Et donc, une autre stat que j'aimerais te partager, c'est que un seul souffle d'air, donc une seule inspiration, euh, ça contient plus de molécules d'air qu'il n'y a de grains de sable sur la Terre entière. Donc pour te représenter un petit peu tout ce que tu inspires au bout d'une journée, t'inspires plusieurs fois, je ne sais pas exactement combien de fois, mais t'inspires plusieurs fois le volume de sable qu'il y a sur toute la Terre. Je pense que c'est une image qui peut être bien représentative pour toi et te rendre compte pardon, à quel point la respiration c'est important. Et ça rappelle, tu vois, l'acte simple, mais tellement important, qui est de respirer, quoi, tout simplement. Il y a des techniques maintenant traditionnelles et plus avancées qui existent pour la respiration. Souvent, ça va être pour induire un état que l'on veut. Donc, que ce soit la plupart du temps, quand même, c'est sur les états d'anxiété, tout ça, mais également sur l'influence, enfin, influencer son rythme cardiaque, donc baisser ou accélérer les battements de son cœur, tout simplement. La première technique que tu connais très certainement, mais pas sous ce nom-là, c'est le Tumo. Donc le Tumo, tu le connais très très certainement sous la technique et l'appellation Wim Hof, donc la méthode Wim Hof. En gros, c'est une respiration contrôlée pour réguler et gérer ta chaleur interne. Donc, comme je le disais, c'est comme la méthode Wim Hof. En gros, pour te montrer la technique très rapidement, et je t'invite d'ailleurs à tester au moins une fois dans ta vie cette respiration qui en gros est... tu fais une hyperventilation volontaire et tu verras que mentalement c'est un effet qui est presque indescriptible. Je t'invite à tester. Wim Hof, il a la méthode sur YouTube en français. Tu suis une vidéo et tu fais juste ce que Wim Hof dit. La voix est superbe en plus. Donc franchement, n'hésite pas à aller taper après ce podcast sur YouTube. Tu tapes Wim Hof, méthode Wim Hof français, et tu auras tout simplement la méthode de respiration que je t'invite à tester. Disclaimer, ne la teste pas dans l'eau, ni dans un bain froid, ni dans un bain, tout simplement parce que tu as des risques de faire un malaise, mais c'est pas, c'est pas dangereux le malaise, mais juste fais-le allongé ou dans un contexte sécurisé. Voilà, petit disclaimer. Donc, tout ça pour dire, la méthode Wim Hof, en quoi elle consiste? Ça va être 30 cycles d'inspiration, expiration rapide et vraiment puissante. Donc c'est pas la petite inspiration que tu fais normalement, c'est et c'est vraiment très très fort comme ça, tu vois. Tu fais ça environ 30 fois, donc 30 cycles, donc d'inspiration, expiration. Ensuite, tu expires 3 quarts de tes poumons à la dernière expiration. Tu expires donc 3 quarts du volume d'air que tu as dans tes poumons. Tu n'en gardes qu'un quart. Quand tu gardes ces un quart, tu fais une rétention d'air. Donc vraiment, tu gardes ces un quart d'air et tu tiens en apnée le plus longtemps possible, tout simplement. Donc, après cette rétention maximale, tu re-inspires une inspiration longue et contrôlée et tu tiens cette inspiration 15 secondes, tu ressouffles et tu recommences le processus 2 à 3 fois. Donc en tout, tu le fais 3 à 4 fois environ. Et ça, en gros, ça va accélérer les battements de ton cœur, tout simplement. Et tu auras aussi une meilleure tolérance à ton CO2, tout simplement. Après, c'est quelque chose que, honnêtement, pour le comprendre, je t'invite à le tester au moins une fois dans ta vie. Ça prend pas longtemps, honnêtement, à faire, mais c'est juste qu'il faut mettre de l'intention dedans, parce qu'il faut vraiment se plonger, en fait, dans la respiration, on va dire.
mais c'est vraiment un exercice de respiration vraiment top qui est très très bien. Ensuite, il y a des exercices de rétention et de contrôle subtil du souffle, pardon, qui sont exprimés aussi dans le livre. En gros, le livre est fini par plein de méthodes qui sont expliquées à la fin du livre. Un récap, il est très bien structuré. Donc si je t'invite, enfin si ça t'intéresse d'avoir tout simplement des méthodes de respiration notées, n'hésite pas franchement à consulter ce livre. Très 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 bien structuré. Euh, donc en gros, ça, ce que je disais, c'est des inspirations, inspiration par le nez, expiration par la bouche, en essayant d'avoir le souffle le plus silencieux possible. Ça va calmer, au contraire de la technique Wim Hof, pardon, les battements de ton corps, donc ralentir un peu ta fréquence cardiaque. Voilà. Ensuite, dans le livre, il, euh, il note que les techniques de respiration comme ça réinitialise un peu les chémorécepteurs, pardon. En gros, ça augmente ta tolérance au CO2 et ça t'apporte un petit peu un sentiment de bien-être et de sérénité. C'est un peu une vague que tu ressens en soi. Donc en gros, tu apprends à tolérer le CO2 et tu apprends à rester calme. Et en fait, tu apprends à ton corps que c'est pas une urgence si tu plus d'air dans ton corps, c'est pas une urgence directement. En fait, ton corps est capable de le supporter beaucoup plus longtemps. Pour pratiquer, par exemple, comme le dernier podcast avec Marco, on avait parlé de ça, l'apnée, en fait, on est capable de beaucoup plus qu'on ne le pense. C'est juste ton cerveau, quand tu n'as plus d'air, il se met en mode sécurité et il dit respire, 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 alors que tu peux te tenir encore une minute hein, en soi, scientifiquement, mais ton corps se met en mode sécurité et te dit de respirer. En gros, cette technique-là, ça peut t'apprendre à maîtriser cette nécessité en CO2 et apprendre à vivre sans trop d'air. Quand je dis ça, c'est apprendre sur le moment. On s'entend, t'es pas un poisson rouge, voilà. Mais en gros, c'est l'idée que tu as. En gros, tu supprimes pas ce signal d'alerte, c'est juste tu le rééduques pour, euh, pour parler un peu plus concrètement. Et ça t'apporte en gros une sensation de maîtrise de toi-même, de ta respiration, de paix intérieure, que beaucoup ressentent donc après des exercices de respiration, tout simplement. Et il y a des exercices d'expiration prolongée aussi. Par exemple, de le faire, dans le livre, il notait ça, de le faire, en gros, inspirer le plus fort possible pendant une dizaine de secondes et ensuite expirer le plus longtemps possible. Donc en ayant un objectif par exemple de 30 secondes, expirer le plus longtemps possible d'un débit d'air assez faible et sans bruit, donc par la bouche, expirer par la bouche, pour en gros détoxifier le corps et renforcer la santé. C'est décrit comme ça, globalement dans le livre. Voilà. Et ensuite, tu as d'autres techniques de respiration, par exemple la respiration carrée, qui est très utilisée chez les apnéistes pour s'entraîner à l'apnée et s'échauffer avant une apnée. Donc la respiration carrée, c'est quoi? C'est tout simplement, elle s'appelle comme ça, tout simplement parce que si tu regardes la vidéo, je vais essayer de te schématiser un petit peu. Tu inspires 4 secondes, tu retiens 4 secondes, tu expires 4 secondes, tu retiens 4 secondes et tu refais le tour. En gros, c'est 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes. Inspiration bloquée, expiration bloquée. Tu répètes ça et tout simplement pendant 5 minutes, tu répètes ça et après, tu as un corps qui est beaucoup plus préparé et tu réinitialises un petit peu ton rythme cardiaque, tout simplement. Après, tu as une autre technique qui était pas mal aussi, que j'ai pas mal faite personnellement, la respiration 4-7-8. Donc là, ça va être un petit peu la même chose. Tu respires 4 secondes, tu retiens 7 secondes, tu expires 8 secondes. Voilà. Donc là, globalement, j'ai fait le tour. Il y a plein d'autres, honnêtement, techniques de respiration, que ce soit dans le livre, mais autre part aussi. Et la respiration, ça a un pouvoir qui est assez extraordinaire et que très peu de gens utilisent au final. Ça peut honnêtement, même si je ne suis pas médecin ni rien, remplacer certains traitements, certains médicaments, j'ai envie de dire. Donc, je t'invite à tester au moins la méthode Wim Hof ou la respiration carrée, tu vois. C'est quelque chose qui franchement n'est pas difficile à tester. Rien que là, tu me poses au podcast et tu
Fais ça pendant 5 minutes de la respiration carrée, 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes. Il y a des applications qui existent. Moi, je peux te citer Apnea Trainer. À part ça, je ne sais pas trop, mais il y en a plein qui existent, hein, ça c'est sûr et certain. Tout à l'heure, je t'ai dit que respirer par le nez, c'était beaucoup mieux que de respirer par la bouche. Et pourquoi je t'ai dit ça? On va voir ça maintenant ensemble. En gros, le nez, c'est un petit peu ton climatisateur naturel. En gros, il filtre, il chauffe et il humidifie l'air avant qu'il rentre dans tes poumons. Vois ça un peu comme un Dyson, tu vois, qui purifie l'air dans ta maison là. Ton nez il va faire la même chose alors que ta bouche ne va pas le faire. Donc en gros, quand tu inspires par le nez, l'air il est nettoyé des poussières, des microbes et des allergènes. Il est réchauffé à 37 degrés environ et il est humidifié, ce qui protège tes bronches. En gros, c'est vraiment un peu comme si tu avais un filtre dans le pif qui te permet de respirer de manière, euh, de respirer que les bonnes choses et de bloquer les mauvaises choses. C'est pour vulgariser, hein, très simplement. Mais en gros, c'est ça. Et par la bouche, tout ça, ça va sauter un petit peu. Donc en gros, tu vas inspirer de l'air froid, tu vas inspirer de l'air sec et de l'air sale, entre guillemets, directement dans tes poumons. Et ça, tu as plus de chances d'avoir des irritations, d'avoir de la toux, d'avoir tes sinus encombrés et d'avoir une fatigue, tu vois, tout simplement respiratoire. Ensuite, là, tu vas me dire, ouais, mais quand je cours, c'est impossible de respirer par le nez, tu vois. Et honnêtement, tu as totalement raison. Donc, c'est très dur de respirer par le nez quand tu fais un effort cardiaque, on va dire, donc comme courir, faire de la boxe ou autre chose. Mais euh, sur la partie passive pardon, de ta journée, où tu vas ne rien faire, essaie de te forcer à respirer uniquement par le nez. Donc, inspirer, expirer uniquement par le nez. Tu contrôles beaucoup mieux ton débit d'air et comme on l'a vu, tu inspires un air de meilleure qualité en soi. Donc, essaye de le faire au moins sur la partie passive de ta journée où tu ne fais pas grand-chose. Ou sinon, quand tu marches, tu es censé pouvoir le faire. Et si tu n'arrives pas encore totalement à le faire, entraîne-toi à le faire. Ça va justement améliorer ta résistance au CO2, ta tolérance plutôt au CO2 et tes mécanismes respiratoires, tout simplement. Voilà, moi c'est quelque chose que je t'invite à faire, que j'ai mis en place depuis que j'ai lu le livre et je l'ai lu il y a bientôt 2 ans, je pense, hein, honnêtement. Et je respire beaucoup mieux depuis, honnêtement. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est quelque chose qui est à tester. Là, on a fait le tour à peu près de ce livre, donc respirer. Euh, je le redis, hein, je l'ai déjà dit pour l'autre livre, mais là, j'ai pris vraiment les points essentiels qui sont intéressants à te partager. Il y en a bien d'autres, honnêtement, il y en a plein d'autres qui sont très intéressants. Et ça, je t'invite encore une fois à te documenter de ton côté, que ce soit donc par la ressource de ce livre qui est Respirer de James Nestor ou alors sur des techniques de respiration en ligne. Je te conseille aussi, si tu veux voir, il y a beaucoup de youtubeurs français, je pense à Tristan par exemple, Eric Flag notamment, qui ont fait des stages avec Wim Hof. Il y a La Sueur aussi, j'ai oublié le nom de... j'ai oublié son nom, un gars qui est sur la respiration aussi, mais qui avait fait un documentaire avec Wim Hof aussi. Très intéressant. J'aurais bien aimé avoir son nom, mais là je l'ai plus en tête. Euh, mais bref, tout ça pour dire que sur YouTube, il y a plein de documents et de vidéos qui retracent un petit peu la méthode Wim Hof. Donc juste rien que comprendre qui est le personnage, ça peut être très intéressant. Pour faire très succinct, c'est quelqu'un qui a perdu sa femme dans sa jeunesse. Et je l'ai déjà parlé, j'ai déjà parlé de lui dans le podcast sur la tier list des outils de récup, parce que lui, il mêle ça avec le froid. Euh, et en gros, lui, il a retrouvé foi à la vie et du plaisir à la vie à travers la respiration et l'exposition au froid. Il a une histoire très intéressante et c'est un personnage euh, très intéressant également. Tu comprendras pourquoi je dis ça si tu regardes qui il est. Mais en tout cas, je t'invite à consulter ses ressources si tu es curieux. Voilà au niveau de ce livre sur la respiration. On va passer donc
à la troisième partie du podcast déjà, à savoir donc la partie plus sur les habitudes. En gros, reprogrammer sa vie et être plus productif grâce aux habitudes. Je te le rappelle, cette partie-là, je veux la base sur mon expérience et sur le livre que je t'ai montré au début, qui est Un rien peut tout changer de James Clear. En anglais, c'est Atomic Habits, vraiment très connu. Il a été au New York Times, je crois, pendant très longtemps, si je dis pas de bêtises. Et l'idée principale de ce livre, c'est ne pas forcément changer ton objectif, plutôt changer ton identité. Donc, en gros, par là, euh, on va dire que le but d'un livre, enfin, par exemple, le but de ta vie, ça va pas être de lire un livre, ça va être de devenir lecteur. C'est, tu vois, prendre la chose sous un angle de vue différent. C'est assez intuitif comme ça, je pense. Et se concentrer en gros sur ce qu'on veut atteindre. Enfin, ne pas se concentrer justement sur ce qu'on veut atteindre, mais sur ce qu'on veut devenir. C'est un petit peu le fondement qui te permettra de tenir plus longtemps tes habitudes. Parce que je vais t'expliquer juste après, ça va être plus simple quand même. Donc déjà, on va voir comment créer des habitudes durables très succinctement. Donc par exemple, on va créer des chaînes d'habitudes. Tu te réveilles, tu vas avoir une routine. En gros, c'est pas, ça va être par exemple, tu te réveilles, tu fais ton lit, tu places un livre sur ton oreiller, comme ça, quand le soir t'arrive, tu sais que tu dois lire. Tu prends une douche et après, tu, en gros, listes tes habitudes et tes routines pour vraiment te tenir à tes objectifs, tout simplement. Euh, il y a aussi, dans son livre, il explique tout simplement la règle des 2 minutes, que tu as déjà dû entendre, qui, en gros, c'est toute nouvelle habitude doit être commencée en moins de 2 minutes. Donc, en gros, c'est un peu te foutre un coup de pied au cul, honnêtement, hein, c'est un petit peu ça. C'est ne pas te laisser le temps de réfléchir et ne pas laisser ta flemme l'emporter sur les habitudes que tu dois avoir, sur les objectifs que tu dois faire dans une journée, par exemple. En gros, c'est vraiment reprendre le contrôle de son environnement et ne pas se laisser faire, honnêtement, hein, par ta flemme. Et c'est un petit peu ça, si tu veux. C'est vraiment essayer de dépasser cette flemme, euh, passer au-dessus, tout simplement. Il y a une citation qui est pas mal. Ça va être les gagnants et les perdants ont souvent les mêmes objectifs, mais ils y parviennent par des systèmes différents. Ça, c'est une citation qui est intéressante. Moi, si tu me suis un petit peu sur les réseaux et que tu as écouté mon dernier podcast avec Marco notamment, tu sais que je suis très fan des to-do list. Donc moi, franchement, si tu as du mal à tenir tes habitudes, à tenir tes habitudes, hein, tout simplement, je ne veux pas passer par mille chemins, je te conseille de te créer une to-do list. Une to-do list, ça va être quoi? Ça va être vraiment juste, tu prends une feuille de papier ou en format numérique, mais en format papier, c'est vrai que c'est parfois plus facile de le tenir. Euh, Tu prends une feuille de papier, tu notes mois par mois, tu fais 30 cases, 30 cases, 30 cases, 30 cases, 30 cases, avec chaque jour, enfin, le chiffre du jour. Donc si on est le premier, tu mets 1, si on est le deuxième, tu mets 2, etc. Tu fais des cases en dessous avec des cases juste à cocher. Elles sont vides, tu dois juste les cocher. Sur le côté, tu notes les objectifs que tu as. Je te conseille de ne pas en avoir trop. Déjà, honnêtement, ne pas en avoir trop et ne pas viser trop haut ni trop bas. Très important ça. Donc, tu vas te faire une liste de 6 objectifs maximum, honnêtement. Essaye de ne pas dépasser ça. Une liste de 6 objectifs maximum. Et tu vas noter à chaque jour si tu as fait cet objectif ou pas. Donc, en gros, ça, tu vas le diviser en jours. Donc, tes objectifs, ils ne doivent pas être mensuels, ils doivent être journaliers. Pourquoi? Parce que tout simplement, si tu te dis, ok, ce mois-ci, je dois lire 300 pages. Bah, ok, c'est bien. Mais s'il y a un jour où tu en lis 10, un jour où tu en lis 0, pendant 3 semaines, tu en lis 0, et qu'après, tu arrives à 200, je sais pas combien, à lire dans les 10 jours qui te restent,
ça va être chaud. C'est pour ça que je te conseille très vivement de décomposer tes objectifs en objectifs journaliers. Donc, au lieu de lire 300 pages par mois, tu vas lire 10 pages par jour. C'est quelque chose qui est beaucoup mieux. Et je te conseille tout simplement d'appliquer ça sur tous tes objectifs. Donc, si ça va être pour marcher, tu vas pas te dire ouais, je dois marcher X pas ce mois-ci. Je dois marcher ouais, 5000 pas aujourd'hui. C'est des exemples. Après, ça doit vraiment s'appliquer à toi, à tes objectifs, à ce que tu veux atteindre. Et là, je ne peux pas faire le travail pour toi, malheureusement. Mais faire une to-do list, ça va vraiment être quelque chose qui te permettra euh, de, d'améliorer ta vie et d'atteindre tes objectifs et de ne pas rester comme une merde, comme un pacha à rien faire, hein. Dans ce podcast, on met l'ego de côté, comme je l'ai dit, et on parle assez cru parfois. Mais des fois, c'est nécessaire. Il faut savoir dire les choses. Euh, si tu cherches une to-do list déjà faite de façon numérique, donc pas écrite, je t'invite à m'envoyer un DM directement sur Instagram. Je t'enverrai la mienne qui est tout édité. Je t'enverrai ça gratuitement, il n'y a pas de problème, honnêtement. Tu as juste à cocher en fait tes cases et à la fin du mois, tu as tous tes stats, donc en pourcentage. Donc par exemple, on va dire une habitude c'était lire 10 pages par jour. Ok, je l'ai fait tant de fois, ça fait que j'ai fait 90% du temps. Ça veut dire mois prochain, je dois faire mieux que 90, tu vois. Et ensuite, t'as les stats globaux, si ça se dit, par habitude. Donc tu as tes 6 habitudes. Et en gros, sur la moyenne de ces 6 habitudes, tu as fait en tout 70%. Tu en as une qui est à 100%, tu en as une qui est à 70%. Et bah à ce moment-là, c'est la 70, il va falloir que tu te bouges le cul pour augmenter ce pourcentage à la fin du mois. Tout simple, tout simplement, pardon. Donc, je vais pas honnêtement développer plus parce que ça, les habitudes, c'est vraiment un travail qui doit venir de toi. Comme je l'ai dit de manière assez crue, tu dois te bouger le cul, hein. Si tu veux atteindre tes objectifs et créer tes propres habitudes, tu dois te bouger le cul et tu dois créer tes propres objectifs et les traquer, pardon. C'est vraiment le conseil numéro un que je te donne. En gros, c'est vraiment important de créer son propre cadre, son propre rythme, sa propre routine et de s'y tenir. Tu vois, c'est vraiment une promesse que tu dois te faire à toi-même, tout en respectant des principes comme ne pas avoir trop d'objectifs, qui ne soient pas trop grands mais qui ne soient pas trop petits non plus. En gros, que ce soit atteignable, que ce soit réalisable, hein. Parce que si tu te mets un objectif de faire 20 000 pas par jour, tous les jours, pendant 30 jours, je suis pas sûr que tu y arrives d'un coup. Vaut mieux, tu vois, le faire pas à pas. Donc, commencer avec un mois à 5 000, ensuite passer à 7, passer à 10, passer à 11, passer à 13. Tu vois, ça va te prendre plusieurs mois, ça va te prendre beaucoup de temps, mais au moins, ça arrivera. Et là, j'en viens au parallèle de faire les choses étape par étape. Donc, ne pas commencer directement par du dur. C'est comme, bon, je suis le mauvais exemple pour dire ça si tu me connais, mais commence pas à courir en faisant un marathon. Tu vas te dégoûter de la course, tu vas te, tu vas te casser un truc, tu vas plus jamais vouloir courir de ta vie. Commence par 1 km, commence par 3 km, par 5, 6, 10, 12, 21, 42, tu vois, fais étape par étape, j'ai envie de te dire. Tu peux diviser encore plus, hein, c'est un exemple que je te donne. C'est pareil pour devenir lecteur. Tu vois, commence pas par lire 10 pages par jour, forcément. Je te dis, lisant au moins une par jour. C'est déjà ça, honnêtement. 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait beaucoup, tu vois. Donc, fixe-toi des objectifs qui sont durables, que tu peux vraiment tenir sur la durée de manière réaliste. Ne te mens pas à toi-même, hein, ça sert à rien. Et vas-y étape par étape. C'est des conseils que je te donne, que j'ai appliqués par expérience et qui marchent. Mais si on revient sur le parallèle du marathon, si tu commences la première fois que tu cours à courir un marathon, je peux t'assurer que le lendemain, tu ne vas pas retourner courir. Donc, évite de faire ça. Fixe-toi des objectifs intelligents et de manière intelligente, surtout. Donc, je ne vais pas blablater plus longtemps, honnêtement, sur cette partie des habitudes. Sur ce podcast, je t'ai expliqué donc globalement et schématiquement le rôle du sommeil et les effets
qu'il a sur notre corps. Je t'ai expliqué comment on respire, entre guillemets, et des techniques pour mieux respirer. Je t'ai expliqué comment tenir des habitudes et en créer. Mais c'est pas juste en écoutant ce podcast que ta vie elle va changer. Il faut vraiment mettre les actions en place. C'est la citation que j'ai dans la bio de mon podcast de Herbert Spencer, qui en gros dit que le grand but de la formation, c'est pas le savoir mais l'action. Donc vraiment, mets-toi à l'action. Je t'invite vraiment à te mettre à l'action au lieu de rien foutre, tout simplement. Je veux pas le dire autrement, hein, mais voilà, globalement, pour cet épisode, il sera assez succinct, je crois. Je sais pas trop combien de temps il dure là, honnêtement, j'ai pas calculé. Mais très instructif, je pense. N'hésite pas à me donner ton avis sur ce podcast, ce que tu en as pensé, à mettre une note aussi sur Spotify si tu peux, ou Deezer, tout ça. Ce serait très gentil de ta part. Et je pense que j'ai à peu près tout dit, honnêtement. Comme d'habitude, sur ce podcast, on va finir par une citation. La citation d'aujourd'hui, ça va être « La plupart des gens vivent dans un monde que d'autres ont conçu pour eux ». Je te laisse méditer là-dessus. Surtout à créer tes propres habitudes, ton propre monde et tes propres règles, tes propres habitudes et de bouger le cul, hein, comme on l'a vu dans ce podcast tout simplement. Je te souhaite une excellente soirée, journée, semaine, selon quand tu écoutes ce podcast. Et à la prochaine.